Bonsoir et bienvenue sur Objectif Gare, il est 19h, c'est l'heure de 19h, le live. Jingle. Ce soir, au sommaire de notre émission, c'est le président de l'USAM Nîmes Gare et le président de la LNH qui est avec nous, avec David Tebib. On va revenir sur la situation autour de la Covid dans le handball avec une reprise du championnat demain, mercredi, au Parnasse. On évoquera aussi l'actualité politique dans une deuxième partie. Bonsoir, monsieur Tebib. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir choisi Objectif Gare ce soir. Avec nous également Jérôme Arpinon, le coach du Nîmes Olympique. Après une bonne entame de saison, l'équipe cale un peu depuis quelques semaines. On fera le bilan des 10 premières journées de la Ligue 1, avec donc Jérôme Arpinon. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On vous proposera notre reportage du jour. Notre journaliste Stéphanie Marin s'est rendue dans un restaurant routier au kilomètre delta à Nîmes, rencontrer Sylvain Thirion et son équipe qui ont dû en fait s'organiser en 4e vitesse après l'autorisation de réouverture du préfet du Gard. On accueillera aussi en plateau le chef d'entreprise alésien Djalil Benadila, vice-président d'Alès Agglomération. Il est aussi président de Leader Occitanie et c'est d'ailleurs de Leader Occitanie que l'on parlera avec lui dans Mardi Écho. Puis c'est notre journaliste Marie Meunier qui nous donnera des nouvelles du village de Saint-Nazaire, entre Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit. Et puis, comme chaque soir, nous aurons la minute reconfinement et la météo du lendemain. Merci à tous d'avoir choisi 19h le live, place aux 24h Actu. Et pour ce 24h Actu, j'accueille tout de suite sur le plateau Corentin Corgé, notre journaliste. Bonsoir Corentin. Bonsoir Abdel. Vous allez bien Corentin ? Parfaitement, on va parler de sport, donc je suis content d'être là. Vous êtes le plus heureux là ce soir. Ah oui, ce soir oui. Bon, avant tout, on fait le point sur l'actualité. On démarre avec le coronavirus, bien sûr. Motif de grève pour les enseignants ce mardi matin. Et oui, ils étaient une cinquantaine à Alès réunis devant le lycée Jean-Baptiste Dumas et une centaine sur l'esplanade Charles de Gaulle à Nîmes. Des enseignants qui dénoncent, comme on peut le voir sur ces images, un manque de moyens durant cette crise sanitaire pour assurer leur sécurité et celle des élèves. En primaire notamment, ils réclament davantage de professeurs pour remplacer ceux en arrêt et ceux atteints du Covid et une limitation à 15 élèves pour le lycée. Des enseignants qui ne veulent pas voir les écoles fermées pour autant. Vendredi, ce seront les acteurs de la culture qui sont appelés à se mobiliser à midi sur le parvis du Carré d'Art. Et puisqu'on parle de culture, signalons que la ville de Nîmes a décidé de venir en aide au cinéma Le Sémaphore. Et oui, une information que va écouter attentivement David Tebib. Féru de 7e art, Jean-Paul Fournier a décidé d'accorder une subvention exceptionnelle de 20 000 € à ce cinéma d'art et d'essai nîmois, Le Sémaphore, qui, comme tous les cinémas, vit une situation très compliquée actuellement. La diffusion du cinéma indépendant représente un point d'appui de la diversité culturelle, a commenté Sophie Roulin, l'adjointe au maire déléguée à la culture. Une aide, rendez-vous compte, qui représente quand même 3 mois de loyer pour ce cinéma nîmois. Et cette enveloppe sera soumise au vote du conseil municipal le 21 novembre prochain. On reste à Nîmes avec une opération anti-délinquance qui a été menée cet après-midi. Et oui, la direction départementale de la sécurité publique, la gendarmerie, la police municipale et même des agents Tango ont mené cette opération commune sur les quartiers de Pissemin et Val-de-Gour cet après-midi, à la recherche de produits stupéfiants, d'armes et de sécurisation aussi des transports en commun. Les premiers résultats affichent 69 contrôles pour 11 procès-verbaux dressés pour non-port du masque, 16 pour non-présentation de l'attestation. Et puis dans les bus, 163 personnes ont été contrôlées pour 11 infractions relevées. On continue dans l'actualité judiciaire avec des vols de vélos qui augmentent apparemment à Nîmes. Et oui, depuis plusieurs mois, les services de police ont enregistré une recrudescence de vols de vélos. Et on sait qu'avec les différentes primes des collectivités, même de l'État, c'est un moyen de transport qui a explosé depuis le dernier confinement. Et ces derniers jours, plusieurs personnes ont été interpellées. Ce lundi, après perquisition de 2 vélos volés, ont été retrouvés chez une personne qui a reconnu les faits et qui sera prochainement jugée. Et on termine avec une note positive, une belle initiative et des paniers solidaires pour aider des commerçants. Et oui, on part à Bagnols-sur-Cèze avec Bruce Ducré, ce revendeur de fruits et légumes qui a remis en place la livraison de paniers solidaires. Avec son camion, il sillonne le Garonnanien avec sa marchandise, achetée auprès des producteurs locaux pour la vendre donc évidemment aux habitants de ce secteur. Et là, pour ce deuxième confinement, il a ajouté une nouveauté. En plus de leur panier à 20 €, les clients peuvent donner 5 € supplémentaires qui sont reversés à des commerçants bagnolais. Et donc, en mettant lui aussi sa main à la poche, Bruce a notamment pu récolter 150 € pour une tatoueuse qui est, comme ces commerces non essentiels, contrainte de fermer actuellement.
Merci Corentin pour toutes ces informations. Rappelant qu'en fin d'émission, on nous retrouvera un nouveau numéro de la météo du lendemain dans le département avec Julien Sujet de Météo Gare. Bon, Corentin, vous restez avec moi, je présume, pour interroger Monsieur Tébib et Monsieur Arpinon. Évidemment. Bonsoir Monsieur Tébib, ou rebonsoir. Rebonsoir. Merci d'être avec nous. Rebonsoir Jérôme Arpinon. Rebonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir sur Objectif Gare. On va commencer avec vous, Monsieur Tébib. Une première question. Comment ça va, l'USAM Nîmes Gare ? Bien écoutez, ça va pour le mieux. On a récupéré l'ensemble de l'effectif. Vous saviez que nous avions été touchés par la Covid. On se met en place pour une reprise qui a lieu demain à huis clos. Je dirais que le groupe est vraiment focus sur ce match. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Justement, à huis clos, voilà, le sport professionnel peut continuer, comme le foot, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement. On sait pour des sports qui ont moins de droits télé que la billetterie est évidemment prépondérante. Là, vous étiez obligé de poursuivre par rapport au premier confinement. Le championnat ne pouvait pas s'arrêter. Oui, la configuration est totalement différente. Par rapport au premier confinement, l'État avait décrété un arrêt total des compétitions et ouvrait donc à des aides étatiques à travers le chômage partiel et autres. Là, aujourd'hui, a été décidé que les championnats pouvaient continuer. Je crois que c'était une volonté aussi de soutenir. Il y avait eu quelques secousses, on se rappelle, lors du premier confinement, avec des demandes de la part du foot et d'autres sports, un petit peu moins le rugby, mais le football avait vraiment demandé à ce que ça continue. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix, avec la Ligue nationale de handball et l'ensemble des clubs, de continuer, parce qu'on imagine que pouvoir demander le soutien bien évidemment de ces aides étatiques, si nous étions à l'arrêt, ça serait impossible. Le deuxième point, c'est qu'il me semble que dans un contexte comme on le connaît, il est indispensable aussi d'être dans notre rôle d'émotion, j'allais dire, de partage auprès des supporters, auprès des partenaires. La pire des choses, ça serait de disparaître des radars. Et donc la volonté a été très claire et avec une forte représentativité des clubs de Lidl Star League, de Pro League. Nous avons voté la continuité du championnat. Est-ce que, on parlera tout à l'heure effectivement de l'aspect économique, ce qui est intéressant aussi, c'est dans quel état d'esprit sont les joueurs de jouer à huis clos. Et c'est presque une question que je vais poser dans quelques instants à Jérôme aussi, puisque lui, ça fait quelques matchs qu'il vit effectivement ce huis clos. Hier, à l'entraînement, avec Franck Maurice, il a démarré un petit peu la séance en expliquant aux joueurs que le décor, c'était celui-là, et qu'ils le regardent et qu'ils s'imprègnent de cette étrange sensation. Et lorsque l'on sait à quel point les supporters à l'USAM Nîmes Gare, les partenaires sont importants, c'est vraiment dans le sport nîmois une identité très forte que d'avoir une telle passion auprès de ses supporters et avec ses supporters. Il est évident que l'équipe qui reçoit, elle est un petit peu désavantagée dans notre cas. Donc c'est sûr qu'il va falloir peut-être une petite phase d'adaptation, de démarrer de cette manière-là. C'est pour cela que moi j'ai souhaité que le Parnasse infernal, qui le sera un petit peu moins évidemment sans les supporters, sans le Green Cup, j'ai quand même souhaité qu'il soit en configuration traditionnelle, classique, avec également Fred, notre speaker, avec également le décor, au niveau musique, des PLV, la lumière, musique, etc. la lumière. On souhaite vraiment être le plus proche. Et puis il y a un spectacle derrière ça aussi. Il y a une retransmission sur LNH TV et dans quelques jours également avec notre diffusion. Jérôme, est-ce que sur les 2 derniers matchs à domicile, est-ce que vraiment vous avez senti dans l'état d'esprit des joueurs, y compris quand ils sont rentrés dans le stade des Costières, dans ce stade vide, est-ce qu'il y avait quelque chose de différent ? On le ressent, honnêtement. On ne le sentait pas quand il y avait les 5000 au stade. Mais là, sur les 2 derniers matchs, on l'a vraiment ressenti. On en a parlé un petit peu aujourd'hui en réunion. On en a parlé avec les joueurs. On en avait déjà parlé. À domicile, c'est vraiment un désavantage. Surtout, nous, ni moi, on a notre public qui est, tu le sais, David, qui est derrière nous. Et on a, que ce soit au hand ou au football, on a vraiment des gens passionnés qui nous accompagnent. Bon, et les joueurs, quand ils signent à Nîmes aussi, ils attendent de ça, un petit peu, cette ambiance au stade, voilà, cette ferveur. Et là, je pense qu'il y a un petit manque. Alors, comme tu dis, il va y avoir un temps d'adaptation. Nous, je pense que ce temps d'adaptation, il est passé. Aujourd'hui,
on a mis des outils de travail à l'entraînement pour pouvoir pallier justement à tout ça. Et voilà, on va voir sur les prochains matchs. En tout cas, bon, là, on va se dépasser 2 fois, donc c'est différent. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un manque. On prend déjà le dernier match, là où vous encaissez un but très tôt. On sait qu'il y aurait eu du public. Ça aurait continué à encourager. C'est sûr. C'est vraiment un atout qui manque Là, aux joueurs et on le voit. Il y a quelque chose qu'il faut aller chercher au fond de soi-même. Voilà, l'absence du public fait en sorte que les joueurs doivent aller chercher d'autres motivations au fond d'eux. Et certains, il faut les aider. D'autres, il faut leur expliquer, et d'autres, ils les ont naturellement, mais tout le monde ne les a pas en même temps. Et on aimerait que tout le monde les ait en même temps. Bon, Jérôme, on va parler un petit peu des résultats. Vous restez donc sur 4 défaites actuellement en Ligue 1. Comment vous expliquez simplement un peu cette mauvaise passe? Est-ce qu'il y a des explications? Oui, des explications, bien sûr qu'il y en a. En tout cas, l'absence de joueurs cadres déjà, au départ. Après... certains joueurs qui ont repris n'avaient pas le même rendement athlétique que le début d'année. Après, on a été dans une période assez compliquée. Il y a eu des faits de jeu qui ne nous ont pas souri. Les 2 matchs à domicile, les joueurs se sont mis une pression particulière pour vraiment obtenir les points qu'on voulait. Puis on s'est rendu compte que... Elle a été plus négative au final, cette pression? Beaucoup plus négative. Donc après, si on fait le bilan, c'est vrai qu'on fait un très bon début de saison. Et après, sur les 4 matchs qui se sont écoulés, ça a été moins en notre faveur. Mais nous, on est conditionnés. Je pense que l'équipe, elle est formatée pour le maintien. Et puis chaque ça va année, on se bat. aussi. Ça va rebondir. Et on a toujours eu des ressources. Là, on a trouvé un tas de solutions. On a parlé. Elle n'est pas plus en panique que ça. Aujourd'hui, on a remis en place des outils de travail, comme je dis, d'autres aussi. Voilà. Donc, nous, on va faire notre bonhomme de chemin. On a 8 points. Je pense qu'on a 2 points en moins par rapport à ce qu'on voulait avoir. Bon, maintenant, on va essayer de travailler pour aller faire un résultat à Reims, c'est tout simplement. Voilà. David, peut-être un mot, c'est important. On parle effectivement du Nîmes Olympique, de cette passe un peu compliquée là, sur les derniers matchs. C'est aussi des passes que Lucien a rencontré ces dernières saisons. Il y a eu beaucoup de bien, mais il y a eu aussi des moments où sur 1, 2, 3 matchs, c'est compliqué. Et tout de suite, dans l'esprit, dans la tête des joueurs, est-ce qu'il y a un doute qui s'installe ? Je crois que le plus dur, c'est effectivement de passer, de switcher rapidement à autre chose. Moi, j'aimerais quand même rappeler un certain nombre d'éléments concernant Nîmes Olympique. Je crois quand même que ce club, il faut quand même bien se rappeler qu'il est en Ligue 1, avec un budget extrêmement faible, même si il y a un effectif de qualité, avec des joueurs qui ont été recrutés, et un petit clin d'œil quand même à Laurent Boissier, avec Jérôme, avec Bernard Blacard, qui ont été artisans pour arriver à ce que Nîmes Olympique retrouve cette place en Ligue 1. Et ce n'est pas quelque chose qui est naturel et qui est facile lorsqu'on a cette mission. Moi, je dirais 2 choses. La première, c'est qu'on paye l'orchestre à la fin du bal, et j'ai pleinement confiance au chef d'orchestre, en l'occurrence Jérôme. Donc je crois qu'il faut dépassionner un petit peu tous les débats et ces intensités qu'il y a lorsque un club ou une équipe est un petit peu dans le mou. Oui, parce qu'elles ont été très fortes lors de la victoire à Montpellier. Ça a été presque dingue. On avait l'impression qu'on avait gagné la Coupe de France. Et en même temps, là, on a l'impression, y compris sur les réseaux sociaux, qu'il y a presque un rejet sur ces derniers matchs. Alors, il y a peut-être, évidemment, on connaît les supporters, la passion, sans trouver une explication, mais c'est peut-être une remarque que va partager Jérôme. Le sentiment qu'on a eu, ce qui était un peu plus inquiétant face à Angers, au-delà de l'aspect technique, c'est qu'on n'a pas reconnu ce qui fait la force de Nîmes, ces valeurs de moins de duel, de combativité. Pour exemple, une stat un peu criante, c'est qu'Angers a couru 10 km de plus, alors qu'on sait que vous faites beaucoup courir vos joueurs. C'est une des forces. Est-ce que c'est pas ça qui est un poil un peu inquiétant sur ces derniers matchs? Après, ça peut arriver de louper un match. Bon, c'est vrai que l'année de la montée, on avait loupé le match contre Niort chez nous, on avait pris 5 aussi. Donc on avait perdu 5-2, mais voilà, il y a des joueurs qui étaient peut-être en dedans, et il y avait peut-être trop de joueurs qui étaient en dedans sur ce match-là. Après, ils avaient vraiment à cœur de faire une performance, mais un peu trop de pression, pas assez d'appui de public, parce que voilà, absence de public.
Il y a plein de choses qui. Et puis les rentrent en ligne blessés, de parce compte. que vous Les en blessés, parliez. Cubas, Effectivement, il y et il y c'est avait pareil, deux retours. David, vous avez connu aussi beaucoup de joueurs qui étaient blessés là, ces dernières semaines. Oui, on a connu beaucoup de joueurs blessés, mais ça me renvoie à ce que l'USAM Nimgar était il y a 3-4 saisons en arrière, puisque l'année dernière nous avons fini 3e, l'année d'avant 5e, donc on s'est installé petit à petit dans le très haut du classement, mais avant cela, lorsque nous avions un budget qui était un budget un petit peu moindre que celui qu'il est aujourd'hui, lorsque l'effectif était un petit peu moins important, évidemment que vous traversez des secousses avec beaucoup plus de, j'allais dire malheureusement, d'impuissance. Mais il faut faire confiance. Je suis certain que le Nîmes Olympique va se relever. Jérôme, avec le staff, est-ce que là vous avez prévu des choses particulières ou un peu nouvelles pendant la trêve pour entre guillemets remobiliser un peu les troupes? Non, dans des situations comme ça, on reste dans notre bulle, on essaie d'écouter le moins de personnes possible. En fait, on essaie de travailler, justement, d'être à l'écoute des joueurs, de ce qui peut marcher et moins bien marcher, ce qui a marché et moins bien marché aussi. Voilà, il faut se retrancher dans le travail, de ce qu'on sait faire. On se sert des années précédentes, ce qui nous a servi pour pouvoir ressortir à tête de l'eau. Je pense qu'on est une équipe qui est beaucoup plus armée que Saint-Etienne, par exemple. Voilà, c'est les équipes qui ont l'habitude de jouer le haut du tableau. Quand elles se retrouvent en bas, sous pression, elles sont encore plus dans la difficulté que nous. Nous qui avons l'habitude de naviguer dans ces eaux-là, quoi. Donc, on a les ressources, on a tout ce qu'il faut. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un peu plus de soutien derrière l'équipe, moins critiquer les joueurs. Justement, on en parlait. Est-ce que ça vous a déçu un peu comme on disait, il y a un mois, tout le monde était le héros, on gagne le derby, voilà, Renaud, même vous. Et là, un peu plus des commentaires négatifs. Est-ce que déjà... Après, les commentaires négatifs, bon, les gens, c'est des passionnés, ils parlent avec leur cœur, c'est compréhensible. Voilà, la méchanceté, je comprends un peu moins. Mais en tout cas, oui, qu'ils soient derrière l'équipe, qu'ils veulent qu'on gagne et tout, je le comprends, tout ça. Mais en tout cas, s'ils nous supportent, si on a des ondes positives, je pense que ça sera beaucoup plus efficace. C'est intéressant. C'est quoi votre regard par rapport à ça? Et même les médias, c'est intéressant de savoir. Vous regardez les commentaires, par exemple, sur Facebook, la presse, vous la lisez. Comment, depuis que vous êtes entraîneur principal, votre lien par rapport à tout ça? Je lis que ce qu'il y a de bon. Le mauvais, je le laisse de côté. Parce que ça, vous ne le savez pas avant d'ouvrir le journal. Ouais, non, mais si tu ne l'ouvres pas, tu ne peux pas savoir. Un mot également, Jérôme, plus personnel, parce que vous êtes l'entraîneur principal du Nîmes Olympique cette saison. Rappelons-le aussi, ça fait un peu de long moulin de ce qu'on est en train de dire. L'année dernière, à la même époque, Magic Blacard, on lui reprochait à peu près la même chose. Donc, il faudrait rappeler aussi qu'il y a un peu de schizophrénie là-dedans. Il reste 28 matchs, hein, voilà, donc, exactement. Évidemment. Mais en tant qu'entraîneur principal, jeune entraîneur principal, est-ce que quand même, quelque part, ça vous touche un peu et que vous vous dites, cet apprentissage de ce métier, il passe aussi par le regard des supporters, par le regard des journalistes, pour donner un peu d'à propos à ce que disait Corentin il y a un instant. Est-ce que même si vous ne regardez pas les choses négatives, est-ce que quand même, ce regard-là, il est présent? Bon, déjà, j'ai appris il y a bien longtemps, déjà en 2008 avec Cavalli, donc des remontadas, j'en ai fait quelques-unes. Donc, je me sers un peu de toute cette expérience. Donc, si tu reprends depuis 2008, ça fait des années que j'ai appris. Hein. Je ne suis pas né hier quand même. Donc, après, les outils de travail, bien sûr, on parle avec plusieurs entraîneurs. Je suis en relation avec beaucoup d'entraîneurs. C'est mon métier. Mais je ne fais pas trop attention au regard négatif. Moi, je reste fixé sur mon objectif qui est le maintien. Aujourd'hui, j'ai 8 points. Il y a Lorient qui a 8 points. Il y a d'autres équipes qui ont 9. Il y en a d'autres qui ont 10. Tu gagnes un match, c'est 12e. Peut-être que si on avait fait match nul contre Angers et Metz, on aurait 2 points de plus. On serait avec Saint-Etienne aujourd'hui et tous les gens ne parleraient pas comme ça. Une dernière question, mais d'un point de vue plus personnel. Quel retour vous faites sur ces premiers mois là? Vous vous régalez d'être entraîneur, la passion est liée? Je me suis toujours régalé dans mon métier, donc c'est ma passion. Ça, c'est le premier truc. Mais après, de travailler dans sa ville, c'est jamais évident, ça demande de l'exemplarité. Mais voilà, moi, je lâcherai jamais mon club. Je suis un passionné, je ferai tout pour lui, je ferai tout pour mes joueurs. Après, on est vraiment fixé dans des objectifs bien précis qui sont le maintien. Il n'y a pas d'affolement particulier. Aujourd'hui, on se dit, il faut qu'on remette un petit coup de boost pour vraiment remonter un petit peu au classement, pour se mettre à l'aise au niveau comptable, mais on n'est pas plus affolé que ça, vraiment. La communication, on sait que ça a été un peu le problème avec Bernard. Avec Rani Assaf, la communication est bonne? Avec tous les dirigeants, pas que Rani, voilà, tous les dirigeants du club, que ce soit Rafik ou Reda, avec qui on est en permanence au téléphone, les joueurs. Aujourd'hui,
J'ai convoqué beaucoup de joueurs dans mon bureau, on a discuté, on a fait le point. Ils sont à l'écoute, ils ont envie de bien faire, ils sont déçus pour le public, vraiment. Parce qu'on avait eu beaucoup de messages de soutien sur ce match-là. Peut-être que ça nous avait mis aussi une pression particulière en plus. Donc voilà. Non, on va travailler, pas de souci, quoi. Bon, le Nîmes Olympique est en repos quelques jours, mais c'est pas tout à fait le cas de l'USAM, puisque donc demain soir, il y a effectivement le retour à la compétition, donc face à Istres, je crois. Et d'ailleurs, Corentin, vous êtes allé en reportage, il me semble, on va regarder ce matin, effectivement, avec Franck Maurice, Parnasse, pour l'entraînement, c'est ça ? C'est ça, après 21 jours de coupure, ils ont repris, donc il y a eu une semaine d'isolement évidemment pour éradiquer le virus du groupe, puisqu'un tiers des joueurs de l'effectif professionnel étaient touchés, et donc ça fait une dizaine de jours qu'ils sont retournés à l'entraînement, et donc demain c'est la reprise de la compétition, il y aura 12 matchs en un mois et demi, donc on vous laisse regarder ce reportage au Parnasse. Après 21 jours sans compétition, l'USAM Nîmes-Gard retrouve la Lidl Star League ce mercredi à 18h face à Istres en match en retard de la 6e journée. Les USAMistes ont repris l'entraînement depuis une dizaine de jours après avoir été mis une semaine en isolement car un tiers des joueurs de l'effectif étaient positifs au Covid-19. Effectivement, on a stoppé le virus et sa propagation à l'intérieur de l'équipe. Maintenant, la page est tournée. Ce qui nous intéresse, c'est de reprendre le rythme du match. On a pu récupérer aussi les blessés qui s'entraînent maintenant avec nous. On a un groupe qui est plus étoffé que celui qu'on a connu avant la coupure. Malgré tout, on peut s'appuyer sur ce qui a été fait par ceux qui ont tenu le coup jusqu'au bout, notamment à Préchauffe et à Chambéry. Donc tout l'enjeu maintenant, c'est de retrouver le rythme de la compétition, l'enchaînement des matchs et s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien à la fois en termes de handball et de caractère avant la coupure. La page est tournée. En tant qu'équipe professionnelle, Nîmes peut continuer son championnat malgré le confinement, sauf que désormais, il faut faire sans public. C'est un contexte qui est inconnu, donc il va falloir s'adapter et essayer de donner le maximum pour tous les gens qui vont nous regarder à la télé. C'est un handicap surtout pour l'équipe à domicile. Nous, on sait qu'avec ce Parnasse infernal, ça nous permet de nous pousser, donc ça va être dur, ça va être encore plus dur, mais on va tout faire pour. Ouais, c'est sûr qu'on n'aura pas le soutien de notre public, la salle sera pas chaude, mais déjà penser à ceux qui peuvent pas venir et leur donner l'envie de partager ce moment avec nous par écran interposé, et puis nous aller chercher dans ce qui nous caractérise, dans ce qui fait notre force, dans ce qu'est l'énergie propre à l'équipe, la capacité de faire un match de guerrier, un match de combattant. Une reprise qui s'annonce chargée avec 12 matchs programmés jusqu'à fin décembre. Si Benjamin Gallego, qui a contracté le virus, a perdu le goût des aliments, il n'a pas perdu le goût pour la petite balle orange. Oui, ça va. J'ai le goût de la vie, j'ai le goût du plaisir, donc ça va. Et le goût du handball. Monsieur Tebib, effectivement, on a vu dans ce reportage, c'est quand même la folie, 12 matchs en un mois et demi. Est-ce que ça peut tenir comme ça, même pour les organismes Peut-être 13 s'il y en a un autre qui est. Oui, alors là, il y a un facteur quand même qui est un facteur des sportifs de haut niveau et des professionnels. Ils préfèrent jouer des matchs que de s'entraîner. Ah oui. Donc rentrer sur un cycle comme on va le connaître qui est passionnant, alterner des matchs de championnat avec des matchs de Coupe d'Europe, puisque c'est de ça dont on parle. Évidemment que c'est ce que préfèrent les professionnels, c'est récupérer et jouer. On parle de l'aspect économique aussi, on en a parlé tout à l'heure avec Corentin. Est-ce que les collectivités sur le territoire apportent leur soutien aujourd'hui à l'USAM pour faire face à cette crise ? Oui, tout à fait. L'USAM Nîmes-Gard est soutenu par l'ensemble des collectivités. Évidemment, avec la ville de Nîmes, qui est le premier partenaire, nous avons une relation proche en termes de projets participatifs, mais également avec les autres collectivités. La région notamment, la le région, département. mais aussi la métropole. La métropole. Et le département, c'est vraiment, dès le départ, il y a 8 ans, je souhaitais vraiment que les collectivités puissent participer et s'accaparer elles aussi ce projet. Et je crois que le rayonnement aujourd'hui de l'USAM Nîmes-Gard dans toute l'Europe, c'est aussi leur récompense d'avoir cru à ce projet il y a maintenant un peu plus de 8 ans. Et sur les partenaires privés, parce que aujourd'hui, ils ne peuvent même plus venir au Parnasse. Enfin, c'est pareil au Costières d'ailleurs. Alors aujourd'hui, les partenaires privés, on est déjà très triste de ne pas les retrouver demain. Ce que l'on a prévu avec l'ensemble de la cellule communication, marketing et également les commerciaux, c'est vraiment de faire en sorte que l'USAM Nîmes-Gard aille chez eux,
que l'on continue d'innover. Il y aura des surprises, nous irons livrer des repas chez eux. Nous ferons en sorte d'innover à travers des visioconférences. Je peux vous donner un scoop. Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir le capitaine de l'équipe de France de handball à Nîmes. C'est Michael Guigou. On fera certainement un jeu de questions-réponses en exclusivité pour nos partenaires à travers une visio. Bref, l'USAM Nîmes-Gard va continuer d'innover et va continuer d'être au plus près de ses partenaires. Vous êtes président de la LNH, donc vous êtes aussi en rapport direct avec le ministère des Sports. C'est quoi les aides aujourd'hui pour faire face à cette crise ? Aujourd'hui, il y a un décret qui est sorti cette nuit concernant l'exonération des charges. Nous sommes en train de travailler avec les services concernés pour bien comprendre comment ce décret va s'appliquer. Également, la possibilité d'un fonds de billetterie, de soutien à la billetterie, car vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez esquissé un petit peu, mais le handball et les sports de salle, d'ailleurs, nous sommes en train de discuter avec nos collègues du basket et du volley pour se fédérer et pour vraiment porter le message que les sports de salle fonctionnent principalement avec l'hospitalité, avec de la billetterie, avec leurs supporters. Et là, aujourd'hui, un modèle à huis clos, il est extrêmement mis à mal d'un point de vue économique. Et nous, à la Ligue, nous avons lancé vraiment un championnat, c'est le championnat économique. Parce que là, le huis clos, clairement, pour l'USAM, c'est viable. Bon, c'est provisoire, mais c'est viable que quelques mois. On ne peut pas faire toute la saison comme ça. En tout cas, il faudra un soutien étatique fort. Il faudra aussi l'engagement fort de ses partenaires, vous l'avez dit, de ses partenaires institutionnels, ses partenaires également privés, qu'on fasse un pacte de solidarité durant cette période pour pouvoir la traverser, en perdant le moins possible sur les objectifs normalement prévus en départ. Oui, parce que vous avez beaucoup sollicité l'État et insisté à travers votre fonction de président de la LNH, à travers les communiqués. Voilà, vous avez beaucoup sollicité l'État, vraiment vous indemniser. Vous pensez que du coup de s'associer entre guillemets avec le volley et le basket, ça peut porter? Oui, complètement. Je crois que le modèle du basket et du volley sont très proches avec celui du handball professionnel. Donc ça va donner un poids, c'est sûr. Aujourd'hui, l'idée n'est pas du tout d'être dans dire des choses, de quémander. L'idée, elle est de faire en sorte que les clubs puissent survivre. Parce que derrière les clubs, ce sont des femmes et des hommes, ce sont des emplois, ce sont toute une économie indirecte qui rejaillit. Et ça serait, imaginer, une catastrophe que la ligne d'arrivée ne soit pas franchie par l'intégralité des clubs professionnels de Pro League et de Lidl Star League. Merci beaucoup, David Tebib, d'avoir répondu à toutes nos questions. Avant de libérer, vous restez avec moi jusqu'à la fin de l'émission. On va libérer Jérôme Arpinon dans quelques instants. Une dernière question. Peut-être. Non, je voulais savoir. Je sais que Jérôme, il va souvent au Parnasse, donc j'allais lui demander s'il allait continuer à suivre un peu le hand à la télé, suivre l'USAM. Surtout l'USAM. Jérôme, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains jours ? Gagner des matchs. Gagner des matchs. Surtout là, récupérer l'ensemble de vos joueurs. On les a récupérés pratiquement tous. Là, je suis content parce que. Avec cette trêve, du coup, ça va vous permettre effectivement que tout le monde se remette en jambes. Certains ne sont pas partis, comme Cubas, Milling, donc des joueurs cadres de l'équipe, Ferrat. Donc je suis content. Ils sont sur pied. On a commencé aujourd'hui l'entraînement. Franchement, je suis très très confiant pour eux. On va se remettre à niveau physiquement aussi parce qu'il y avait des inégalités athlétiques par rapport au retour de blessures. Donc la trêve va nous permettre un peu de nous laver la tête, de nous refixer sur notre objectif qui est Reims le prochain match. On a 15 jours pour le préparer. Et voilà. Pour finir sur une note positive, on peut dire que Nîmes va jouer 2 fois à l'extérieur, mais Nîmes a pris des points intéressants, match nul à Lyon, victoire à Montpellier à l'extérieur. Donc il ne faut pas jurer que par les matchs à domicile. On va rester sur ce qu'on sait faire maintenant. On va essayer de rester dans nos principes, vraiment là où on a pris des points, et sur ce qu'on sait faire, c'est le plus important. Voilà. Donc on se dit que, comme on parlait tout à l'heure avec David, vous savez, moi j'ai connu le maintien la dernière journée à Brest en 2008. Donc le maintien peut se jouer la dernière journée aussi. Bon. Merci. Le plus important, c'est de ne pas paniquer. Merci beaucoup, Jérôme Arpinon, d'avoir été avec nous. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci à vous. Et on espère vous retrouver très bientôt sur notre plateau. Je vous propose à présent de découvrir notre reportage du jour. Notre journaliste Stéphanie Marin s'est rendue dans un restaurant routier au kilomètre delta à Nîmes qui a dû s'organiser en 4e vitesse après l'autorisation de réouverture du préfet du Gard. Reportage. Les syndicats de chauffeurs routiers demandaient la réouverture des relais. C'est désormais chose faite. Le gouvernement a donné son accord. 250 centres en France ont donc repris du service.
services, dont 4 dans le département, pointés par la préfecture du Gard. Enfin, 3, puisque le restaurant L'Oasis situé à Bellegarde a été placé en liquidation judiciaire il y a plus d'1 an. Sylvain Thirion, gérant du kilomètre Delta à Nîmes, a quant à lui appris la bonne nouvelle samedi dernier. Limité depuis le reconfinement à la vente à emporter, il a dû, avec son équipe, s'organiser en 4e vitesse. Nous on a été prévenus samedi, donc c'était un peu juste, mais bon, enfin c'est une bonne nouvelle quand même. On peut réouvrir, les routiers peuvent manger dans des bonnes conditions, on peut les accueillir dans des bonnes conditions. Donc nous on est ravis pour ça. Bon, après en temps et en heure on n'est pas encore au top, hein. Les frigos on les a pas remplis le dimanche ou lundi matin, on n'a pas pu tout faire. Mais bon, tout va venir. Je pense que dès semaine prochaine tout est d'aplomb nickel. À nous maintenant de respecter les gestes barrières et tout ce qui va avec. Lundi soir, le kilomètre Delta, qui est à proximité de la sortie d'autoroute Nîmes-Ouest, faisait le plein. Carte professionnelle à la main, le sésame pour avoir accès aux douches et aux tables, les chauffeurs routiers ont retrouvé leurs habitudes après une période difficile où ils ont dû s'adapter. On restait tout seul dans le camion et on était livrés à nous-mêmes. Bon, il y en a beaucoup qui mangent au camion, mais c'est... moi je suis d'une vieille génération de chauffeurs. Et je pense que c'est quelque chose qui nous manque, le contact. Après, dans le camion, on avait toujours les boîtes de conserve avec le réchaud. On se faisait à manger, on se faisait la vaisselle. Et voilà, on se débrouillait comme on pouvait. Didier a retrouvé sa cantine et c'était important. Sinon, on mange quoi? Non, mais c'est pour manger, prendre la douche, aller aux toilettes, le minimum. Et grâce au patron d'ici, on a tout ça. Au-delà d'un bon repas et des bonnes conditions d'hygiène, c'est aussi l'ambiance qui rend ces centres incontournables. C'est notre seul moment de détente. Quand on a passé plus de 10 heures à conduire un camion, c'est vrai qu'à un moment donné, on est content de voir un peu des personnes. Et voilà. Malgré qu'on ait des équipements téléphoniques, qu'on peut se parler en Bluetooth et tout ça, c'est bien de parler physiquement à des personnes et voilà. S'il n'y a pas de restaurant routier, on ne peut pas se laver. Après, si on peut toujours en trouver sur les aires de repos, mais sur les aires de repos, c'est pas très propre aussi. Mais après, on fait avec. Mais c'est sûr qu'avoir un restaurant ouvert, c'est pas mal. On peut manger correctement, passer une bonne soirée entre collègues quand on se rejoint. Le domaine à Beaucaire et les terrailles à Saint-Nazaire ont également été autorisés à rouvrir selon les mêmes conditions d'accueil que le routier nîmois, de 18h à 10h le matin. Allez, on part dans le Gard. Et je vous propose de retrouver notre journaliste Marie Meunier. Elle est partie à la rencontre de Gérald Missour, le maire de Saint-Nazaire. C'est une commune de 1250 habitants entre Bagnoles et Pont-Saint-Esprit. Oui, bonsoir Abdel, je suis avec Gérald Missour, le maire de Saint-Nazaire et également vice-président à l'agglomération du Gard rhodanien. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Alors tout d'abord, je voulais savoir comment se déroule ce deuxième confinement dans votre commune? Comment c'est vécu par la population? Est-ce que vous avez mis des mesures en place? Bon, ce second confinement, on ne va pas se mentir, est tout de même un petit peu plus simple que le premier, peut-être déjà parce qu'il est un tout petit peu plus souple, et puis surtout parce que nous avons l'expérience évidemment du premier confinement. Nous avons mis des mesures en place, on a poursuivi en fait celles qui avaient été mises en place lors du premier confinement. Par exemple, à la cantine, chaque élève a sa place avec des plexiglas autour de lui. On a équipé évidemment aussi la mairie. On a poursuivi un système qui est que finalement il faut qu'on sonne à l'hôtel de ville et c'est un agent qui vient vous chercher pour qu'on puisse mesurer les flux à l'intérieur du bâtiment. Nous avons mis en place aussi évidemment un ménage renforcé avec la société, tous les points de contact qui sont nettoyés. Il y a aussi un renforcement au niveau du personnel. Est-ce qu'au niveau des services, tous sont en présentiel ou est-ce que le télétravail est privilégié quand c'est possible ? Alors sur le premier confinement, effectivement, en tout cas pour le poste de directrice générale des services, nous avions favorisé le télétravail. Là actuellement, la DGS est présente. On a tout de même une mairie qui est assez vaste. Chaque agent a son bureau, donc ça nous permet de pouvoir poursuivre ainsi. Alors on l'a dit tout à l'heure, vous êtes vice-président à l'agglomération du Gard rhodanien et vous êtes en charge du projet de territoire justement. Alors est-ce que dans les premiers retours, vous ressentez qu'il y a une évolution sur les attentes, sur les besoins, sur les modes de vie, les modes de transport des habitants du territoire ?
Alors il est vrai que dans les ateliers que nous avons pu mettre en place avant le confinement, même si on les poursuit maintenant en visioconférence, ça apparaît effectivement de la part des participants qui nous disent d'eux-mêmes que depuis le confinement, le premier notamment, ils ont évolué dans leur mode de pensée, de consommer en favorisant le local. Donc j'ai envie de dire, surtout pour les commerçants d'ici, pourvu que ça dure. Et une question éducation pour terminer. Depuis la rentrée, la commune a mis en place, a souscrit au service Prof Express. Donc c'est un outil de soutien scolaire en ligne. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne et surtout ça va peut-être être utile dans les jours à venir s'il y a un reconfinement un peu plus dur que celui qu'on est en train de vivre? Alors effectivement, Prof Express est un service qui est payé par la commune, donc gratuit pour les habitants. Il leur suffit de s'inscrire par Internet en envoyant après une facture qui prouve qu'ils habitent bien la commune. Et puis ça permet aux enfants alors d'avoir des exercices corrigés, d'avoir des cours. Ils peuvent aussi téléphoner à partir de 17h à un enseignant de l'éducation nationale qui leur permettra de les aider à faire leurs devoirs. Il y a aussi une ligne écoute pour des enfants qui ont un décrochage scolaire ou qui vivent le harcèlement scolaire. Il y a aussi un CDI numérique avec des ressources. Donc c'est vrai que c'est parfaitement adapté à la situation que nous traversons, même si tout à l'heure j'ai dit pourvu que ça dure pour le consommer local, mais évidemment pour le Covid, c'est tout le contraire. Nous espérons que ça s'arrêtera le plus vite possible. Merci. Merci monsieur le maire. Merci à vous. C'est déjà la fin de 19h le live, mais pas de panique, on revient dans quelques instants pour 19h le live, la suite. Dans quelques instants, on recevra Jalil Benadila, le chef d'entreprise d'Alès pour Mardi Eco. Il viendra nous parler notamment de l'engagement de Leader Occitanie dans cette crise. Monsieur Tebib va rester avec nous aussi, on parlera de l'actualité politique du moment et vous aurez également, comme chaque soir, la minute reconfinement et la météo de demain. Restez avec nous, on revient dans 5 minutes. À tout de suite.